Vous auriez voté pour ces guignols-là, vous, monsieur Malik? Moi, j'ai pas d'opinion. Et moi non plus, j'ai pas d'opinion. J'ai un tiroir caisse. Ces gens ont tenu leur réunion dans ma salle, là, ils parlaient bien, ils promettaient un tas de choses, et puis, maintenant qu'ils sont élus, ils font tout le contraire. Vous n'avez pas encore compris. Colonel Howard, Institut de guerre psychologique des États-Unis. C'est tout? C'est tout. Seulement vous taire et ne pas interférer. Mettez ça dans votre poche. Un petit muscadet, docteur? Hein? C'est bien un petit muscadet, je ne me trompe pas. Pourriez-vous me donner le numéro de l'Institut de guerre psychologique? Une pensée si décomposée n'a pu évidemment suinter que des murs désolés de Vincennes. De mémoire d'étudiants de Vincennes, on n'a jamais vu naître une théorie. Et c'est bien là que l'on préconise, au moins provisoirement paraît-il, l'anti-théorie. Qu'aurait-il d'autre à vendre contre une place de maître assistant dans la néo-université? Un journaliste proche de la même gauche, qui depuis a atteint une certaine notoriété en se justifiant d'avoir publié un invraisemblable faux document parce que c'est ainsi qu'il conçoit la liberté de la presse, est aussi lourdement falsificateur quand il insinue que je n'aurais pas attaqué les bureaucrates de Pékin aussi nettement que les autres classes dominantes. Il déplore en outre qu'un esprit de ma qualité se contente d'un cinéma de ghetto, que les foules auront peu l'occasion de voir. L'argument ne me convaincra pas. Je préfère rester dans l'ombre avec ces foules plutôt que de consentir à les haranguer dans l'éclairage artificiel que manipulent leurs hypnotiseurs. Un autre jésuite aussi peu doué feint au contraire de se demander si dénoncer publiquement le spectacle ne serait pas déjà entrer dans le spectacle. On voit bien ce que voudrait obtenir ce purisme si extraordinaire dans un journal, que personne ne paraisse jamais dans le spectacle en ennemi. L'anonyme trouve qu'il eût été très bien de filmer mon livre en 1967, mais qu'en 1973 il était trop tard. Il en donne pour preuve le fait qu'il lui paraît urgent que l'on cesse désormais de parler de tout ce qu'il ignore. Marx, Hegel, les livres en général parce qu'ils ne peuvent être un instrument adéquat d'émancipation. Tout emploi du cinéma puisque ce n'est que du cinéma. La théorie encore plus que le reste. Et l'histoire elle-même, dont il se réjouit d'être anonymement sorti. Aucun perdant n'aime l'histoire. Et d'autre part, quand on lit l'histoire en famille, pourquoi le carriérisme le plus résolument novateur serait-il gêné de se raccrocher à des quinquagénaires récupérés? Pourquoi verrait-on qu'il est contradictoire de se donner pour un anonyme qui a tellement muté après 1968 et d'avouer que l'on n'en est même pas encore arrivé à maîtriser les professeurs? Ceux qui n'ont même pas à perdre un poste subalterne dans la société spectaculaire, mais seulement leur ambitieuse espérance d'y constituer un de ces jours la plus juvénile relève, ont manifesté plus franchement et plus furieusement leur mécontentement, et même de la jalousie. L'anonyme en effet abat son jeu à la fin. L'imposteur n'avait souhaité dissoudre l'histoire que pour en élire une autre. Il voulait désigner les penseurs de l'avenir. Et cette tête de mort avance froidement les noms de Lyotard, Castoriadis et autres ramasse-miettes à la traîne, c'est-à-dire des gens qui avaient jeté tout leur feu il y a plus de 15 ans, sans parvenir à beaucoup éblouir leur siècle. On peut donc être assuré qu'aucune de ces antithéories n'atteindra facilement le silence qui est son seul authentique accomplissement, parce qu'alors ces porteurs ne seraient plus que des salariés sans qualification. Cet anonyme a tout de même le mérite d'avoir illustré mieux que les autres l'ineptie de la réflexion anti-historique dont il se réclame, comme les intentions réelles de ce faux mépris que les impuissants opposent à la réalité. En postulant qu'il était trop tard pour entreprendre une adaptation cinématographique de la société du spectacle 6 ans après la parution de ce livre, il néglige d'abord le fait qu'il n'y a sans doute pas eu 3 livres de critique sociale aussi importants dans les 100 dernières années. Il veut oublier en outre que j'avais écrit moi-même le livre. Tout terme de comparaison manque pour évaluer si j'ai été plutôt lent ou plutôt rapide, puisqu'il est patent que les meilleurs de mes devanciers ne disposaient pas du cinéma. De sorte que, je l'avoue, j'ai trouvé très bon d'être le premier à réaliser cette sorte d'exploit.
les défenseurs du spectacle en viendront à reconnaître ce nouvel emploi du cinéma aussi lentement qu'ils en sont venus à reconnaître le fait qu'une nouvelle époque de la contestation révolutionnaire sape leur société. Mais ils seront contraints de le reconnaître aussi inévitablement. En suivant le même cheminement, d'abord ils se taisent, ensuite ils parlent à côté du sujet. Les commentateurs de mon film en sont à ce stade. Les spécialistes du cinéma ont dit qu'il y avait là une mauvaise politique révolutionnaire. Et les politiques de toutes les gauches illusionnistes ont dit que c'était du mauvais cinéma. Mais quand on est à la fois révolutionnaire et cinéaste, on démontre aisément que leur aigreur générale découle de cette évidence que le film en question est la critique exacte de la société qu'ils ne savent pas combattre et un premier exemple du cinéma qu'ils ne savent pas faire.